Eh bien, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Merci de m'accueillir dans cette maison de Clemenceau pour parler de l'une de ses amies, Bertha Zuckerkandel, qui est une femme, je crois qu'on peut le dire, complètement inconnue en France et encore quand même assez méconnue en Autriche. Et donc, merci à vous d'être venus ce soir et d'avoir la curiosité pour la découvrir. C'est une femme qui a eu quand même un parcours absolument extraordinaire tout au long de sa vie. Et donc j'aimerais aujourd'hui vous en donner quelques éclairages. C'est tout à fait par hasard que je suis tombée sur le nom donc, de Bertha Zuckerkandel, ce nom si difficile à prononcer lorsqu'on ne maîtrise pas la langue allemande. Et donc c'est pendant mes études en histoire de l'art, en fait, que j'étais à Vienne, je travaillais sur Gustav Klimt. Et donc Klimt, pour le resituer rapidement, il était le chef de file de la sécession viennoise, c'est-à-dire le premier mouvement d'art moderne en Autriche. Et donc il a participé à faire émerger ce mouvement de la sécession qui s'est surtout incarné à travers le Jugendstil. Le Jugendstil qui est un style qui prend ses racines en fait dans l'art nouveau français et aussi tel qu'il s'est développé en Allemagne, mais qu'ensuite les Autrichiens ont mené vers d'autres voies, puisque l'art nouveau était en France en tout cas est un style qui puisait son inspiration dans la nature, dans les éléments végétaux, animaux, qui étaient vraiment empreints de lignes très ondulantes, souples, alors que les Autrichiens, eux, ont très vite introduit des ornements géométriques. Ils ont travaillé à des compositions peut-être un petit peu plus structurées, rectilignes, très claires, très efficaces, et souvent dans des palettes de couleurs assez réduites. Et Klimt, de son côté, en particulier, a vraiment magnifié ses compositions en introduisant l'or et l'argent, qu'il a utilisé parfois à profusion, comme c'est le cas dans son célèbre Baiser, qu'il a peint en 1908. Et il s'était inspiré en fait des icônes byzantines, donc pour affirmer son style un petit peu plus personnel au sein de la sécession viennoise. Et alors Klimt a été particulièrement malmené par l'opinion publique. L'un des plus grands scandales de l'histoire de l'art autrichienne a eu lieu en 1905, lorsqu'il a livré, je vais reprendre. Donc Klimt a été particulièrement malmené par l'opinion publique, puisque donc l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'art autrichienne a eu lieu en 1905, lorsqu'il livra le dernier de ces 3 panneaux, Philosophie, médecine et jurisprudence, qui avait été commandé par le gouvernement autrichien pour l'université de Vienne. Et le problème, si c'en est un, c'est qu'ils avaient été commandés en 1893, alors que Klimt était encore un artiste académique. Mais ils ont été livrés respectivement en 1900, 1903 et 1905, donc par un artiste devenu, entre-temps, le chef de file de l'avant-garde. Et le gouvernement exigea en fait que Klimt modifie ses toiles pour qu'elles correspondent à la commande, ce que Klimt refusa. Et finalement, il a dû racheter ses œuvres à l'État pour pouvoir conserver son indépendance et sa liberté d'artiste. Et c'est en me renseignant sur cet épisode que je tombais sur le nom de Bertha Zuckerkandel. Je découvrais qu'une femme, j'insiste sur ce mot, qu'une femme journaliste avait pris sa défense dans la presse. Elle avait donc non seulement publié plusieurs articles pour expliquer vraiment le style de Gustav Klimt, expliquer ses œuvres, défendre aussi sa liberté totale d'artiste, mais elle s'est aussi rendue chez lui pour lui parler, et elle a publié une interview de Gustav Klimt dans la presse pour que celui-ci, justement, ait l'occasion de s'exprimer, de donner son point de vue dans cette affaire. Et c'est la seule interview que l'on connaît de Gustav Klimt. C'était d'ailleurs une pratique nouvelle dans le journalisme à l'époque.
Donc j'ai forcément été interloquée par cette femme. Je savais combien les femmes n'avaient pas leur place à Vienne dans les années 1900. La société viennoise était patriarcale, misogyne. Les femmes n'avaient pas forcément accès à l'éducation et encore moins au marché du travail, en tout cas dans les cercles intellectuels. Voilà, c'est l'article de Bertha Zucker-Kandel, en fait c'est l'interview de Gustav Klimt, dans lequel Bertha Zucker-Kandel lui donne la parole et lui permet de s'exprimer. Et voilà, c'est Stefan Zweig, dans son formidable livre « Le monde d'hier », que j'incite chacun à lire, qui explique combien on enfermait les femmes dans la sphère domestique, on contrôlait leur lecture, leur fréquentation. Zweig écrit aussi qu'on éduquait une jeune fille de manière à ce qu'elle fût bien élevée, c'est-à-dire, je le cite, « sotte et niaise, bien élevée et sans idée, curieuse et pudique, dénuée d'assurance et de sens pratique, et finalement étrangère à la vie, est destinée d'emblée à être formée et conduite passivement par l'homme. » Alors j'ai immédiatement compris que Bertha Zucker-Kandel échappait à cette description, donc c'est pour cette raison qu'il m'a fallu en savoir plus. Et j'ai commencé à mener des recherches sur elle qui m'ont finalement amenée à l'étudier dans le cadre d'une thèse de doctorat que j'ai donc soutenue en 2014. Et alors que je pensais, après ma soutenance de thèse, en avoir terminé avec Bertha Zucker-Kandel, voilà que j'apprends en 2016 qu'un nouveau fonds d'archives de plus de 800 documents a été versé en fait par des descendants américains, les héritiers de son petit-fils, donc qui vivait aux États-Unis, qui était très âgé au moment où je faisais ma thèse et qui n'avait pas la possibilité de me communiquer ces documents. Et donc, en fait, tous ces documents ont été cédés à la Bibliothèque nationale d'Autriche. Donc je n'ai pas pu m'empêcher, bien sûr, de retourner à Vienne et de reprendre mes recherches. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment souhaité en faire un livre. C'est aussi pour cette raison que ça a pris plusieurs années. Alors ce livre, je l'ai intitulé « De Klimt à Rodin, une salonnière et critique d'art entre Vienne et Paris », parce que je ne souhaitais pas me contenter d'une monographie. Elle a d'ailleurs elle-même raconté en partie sa vie et ses meilleurs souvenirs dans 3 livres de mémoire que vous pouvez voir ici, dont 2 ont été soit traduits, soit directement écrits en français. Je voulais vraiment mettre l'accent sur les liens avec la France qu'elle a encouragés tout au long de sa vie, principalement dans le domaine de l'art. C'est vrai que c'est aussi ce qui m'intéresse davantage en tant qu'historienne de l'art, mais elle a aussi favorisé des liens dans les domaines littéraires et politiques. Donc, je crois que c'est vraiment la découverte majeure en fait, que j'ai faite pendant mes recherches, c'est-à-dire que construire des liens avec la France a vraiment été son objectif et son moteur tout au long de sa vie. Depuis sa rencontre, je vais y revenir, avec Georges Clemenceau à l'âge de 19 ans, jusqu'à sa fuite de Vienne en 1938, à l'âge de 74 ans, en raison de ses origines juives. Avant que j'entame mes recherches, Bertha Zucker-Kandel était quand même un petit peu connue, si j'ose dire, en tout cas décrite en Autriche dans plusieurs ouvrages, mais uniquement comme ayant, ou principalement comme ayant été une grande salonnière. Et c'est vrai, elle a été l'une des principales salonnières à Vienne dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire qu'elle ouvrait son salon aux grandes personnalités de son temps pour des discussions sur l'art, la littérature, la musique, mais aussi la société en général, la politique, les sciences parfois. Et elle a tenu son salon pendant près de 5 décennies. Alors selon les périodes, on pouvait y croiser des personnalités très différentes. Par exemple, les artistes de la sécession viennoise, donc Gustav Klimt, Joseph Hoffmann, Koloman Moser, si ces noms vous évoquent quelque chose. Il y avait aussi de grands écrivains comme Hermann Bahr, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal et un peu plus tard Stefan Zweig. Les compositeurs Johann Strauss, fils, et Gustav Mahler étaient également des habitués de son salon pendant de nombreuses années. Et puis des scientifiques, des hommes politiques, des économistes, des journalistes, dont les noms ne vous évoqueraient pas grand-chose et c'est normal, mais en tout cas qui faisaient vraiment partie de l'intelligentsia viennoise progressiste et avant-gardiste.
Et on les imagine s'asseoir sur cet immense canapé qui avait été fabriqué sur mesure par Joseph Hoffmann pour recevoir ses invités en grand nombre. Dans les littératures donc, qui existaient déjà sur Bertha Zucker-Kindle, on l'a quand même réduite à ce rôle de salonnière, ou de grande dame en fait, de la société viennoise, alors que le salon n'était pas son activité principale. J'avais rencontré son nom en tant que critique d'art, et effectivement, elle avait un métier qui était celui de journaliste. Alors, elle-même n'en parle pas trop dans ses mémoires. On savait qu'elle avait écrit quand même plusieurs articles sur l'art dans différents journaux, puisqu'en 1908, elle a rassemblé une sélection d'articles dans cette publication que je vous montre ici, intitulée Zeitkunst Wien 1901-1907. Mais on n'a jamais considéré que cela avait pu être son métier. Comme si une femme ne pouvait pas réellement travailler à cette époque à Vienne. Et ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'elle a travaillé vraiment toute sa vie, et elle ne s'est pas contentée que de quelques articles, puisqu'entre 1893 et 1918, elle a été principalement critique d'art, elle a publié plus de 400 articles sur l'art, c'est en tout cas la quantité que j'ai pu retrouver, j'en ai peut-être oublié quelques-uns. Et donc, c'est en tout cas vraiment sur cet aspect-là que j'ai concentré mes recherches. Et puis, après la Première Guerre mondiale, l'activité artistique ayant fortement ralenti, elle est devenue en fait chroniqueuse pour un autre journal dans lequel elle écrivit sur le théâtre et la littérature. Et parallèlement, elle fut également journaliste politique. Donc c'est vraiment en lisant l'ensemble de tous ces articles, en rassemblant toutes les sources de recherche, que j'ai compris que de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle a toujours été motivée par un objectif qui était de rapprocher la France et l'Autriche. Au départ sur les plans artistiques et culturels, et ensuite, dans un second temps, sur le plan politique et diplomatique. Et c'était son véritable moteur jusqu'à sa mort, parce qu'en fait, elle voulait éloigner le plus possible l'Autriche de l'Allemagne, qui voulait, entre guillemets, avaler l'Autriche, vous le savez, et la culture autrichienne avec. Et elle était convaincue, en fait, que seuls des liens très forts avec la France pouvaient protéger son pays de la suprématie allemande. Et c'était en fait une idée de son père, déjà, donc c'est avec cette idée qu'elle avait grandi. Donc j'ai pu démontrer qu'elle a été une importante médiatrice entre Vienne et Paris, notamment dans le domaine de l'art, puisque moi c'est ce qui m'intéresse. Elle a vraiment initié, développé, favorisé des échanges entre les artistes de la sécession viennoise principalement et ceux de la modernité parisienne, donc, et cela par deux biais. Elle a d'abord publié donc, une quantité impressionnante d'articles sur la modernité artistique française, avec différents objectifs, bien sûr de faire connaître l'art moderne français, mais aussi de guider les artistes autrichiens dans le développement de l'art. Et puis elle voulait convaincre le public autrichien, encore très réfractaire à la modernité, elle voulait le convaincre de la nécessité d'évoluer dans cette voie. Et puis le deuxième biais, c'est qu'elle a également aidé les sécessionnistes à organiser des expositions d'art français au pavillon de la sécession viennoise en faisant jouer son réseau à Paris, puisqu'elle a été personnellement en contact avec Auguste Rodin, avec Eugène Carrière, je vais y revenir dans un instant, et elle disposait d'un réseau assez important qui lui a permis aussi d'être en contact via des intermédiaires avec Claude Monet, Albert Bénard, François Rupert Carabin, Jean-François Raffaelli et beaucoup d'autres. Alors bien sûr, la découverte de toutes ces informations a fait émerger un certain nombre de questions. Et les plus importantes pour moi au départ, ça a été déjà comment cette femme a réussi à s'imposer dans les cercles intellectuels viennois et masculins, comment elle a réussi cet exploit de devenir critique d'art en son temps. Ensuite, dans un deuxième temps, comment une Autrichienne pouvait si bien connaître l'art moderne français, comment est-ce qu'elle a pu être aussi en contact personnellement avec des artistes comme Auguste Rodin, ce n'est quand même pas un artiste mineur, et puis finalement, quelle a été l'étendue de son réseau et quels étaient ses objectifs. Alors elle a donné un certain nombre de réponses dans ses mémoires, puisque au cœur de ce réseau,
Et à l'origine de cet attrait pour l'art moderne français, il y a eu une rencontre primordiale d'une personne très importante, qui est Georges Clemenceau. C'est en fait son père qui était en contact au départ avec Clemenceau, Maurice Zepes. Donc, était un journaliste très influent à Vienne à la fin du XIXe siècle. Il dirigeait un journal bien connu pour ses idées libérales, le Wiener Tagblatt, et qu'il utilisait assez régulièrement pour s'ériger contre le gouvernement autrichien. Et il était également francophile. Il était très attiré par la France, par les valeurs républicaines, et il se rendait régulièrement à Paris. Il avait réussi à nouer un réseau assez important avec des contacts parmi quelques personnalités marquantes de l'époque, comme Marcellin Berthelot, Paul Bert, Jules Ferry, et surtout avec Léon Gambetta. Et c'est aux obsèques de Léon Gambetta qu'il a fait la rencontre de Georges Clemenceau. Et ils se sont tout de suite entendus. Ils avaient des idées politiques communes, en particulier, ils avaient une même position contre un projet d'alliance austro-allemande voulu par Bismarck à l'époque. Et en fait, dès qu'ils se rencontrent, Maurice Zepes et Georges Clemenceau décident de se revoir régulièrement pour évoquer les possibilités d'une alliance plutôt franco-autrichienne. Et donc Maurice Zepes s'est rendu régulièrement à Paris pour rencontrer Clemenceau, pour en discuter. Et il a également invité Clemenceau à Vienne, notamment au printemps 1883, où, voilà, où il invite donc Georges Clemenceau chez lui pour un déjeuner en famille. Et donc c'est à ce moment-là que Bertha ainsi que ses frères et sœurs ont pu échanger avec le Tigre pour la première fois. Donc Bertha a 19 ans. Et elle raconte dans ses mémoires combien elle et sa sœur aînée Sophie s'amusèrent follement avec Georges Clemenceau. Elle décrit dans ses mémoires Clemenceau comme un homme blagueur et taquin, et avec qui, alors malgré la différence d'âge, puisqu'elle a 19 ans, il en a 42, mais avec qui vraiment elle s'entend très très bien, immédiatement. Et si bien qu'à l'issue du repas, Clemenceau invita Bertha et Sophie Zepes à lui rendre visite à Paris. Et c'est une invitation qu'elles ont honorée 2 ans plus tard, en novembre 1885. Donc elles se sont rendues à Paris, et c'est un séjour qui les a profondément marquées, parce qu'il a complètement orienté leur vie. D'abord parce que Sophie, au cours de ce séjour, a rencontré Paul Clemenceau. Ils se sont fiancés assez vite, ils se sont mariés l'année suivante, et donc à partir de ce moment-là, les Clemenceau et les Zepes ont été liés par des liens familiaux. Et ensuite, pour Bertha, Clemenceau a décidé pendant ce séjour de l'emmener découvrir Paris. Alors d'abord la ville, son histoire, ses monuments, et puis ensuite c'est avec Georges Clemenceau qu'elle a découvert l'art contemporain, c'est-à-dire les œuvres impressionnistes, les œuvres d'art nouveau qui étaient exposées dans les galeries d'art. C'est la première fois que Bertha Zepes, Bertha Zucker-Kandel, est en contact avec l'art moderne. Elle avait suivi en fait dans sa jeunesse une instruction à domicile avec plusieurs professeurs particuliers. Donc elle avait étudié l'histoire de l'art avec un conservateur de musée en fait, qui s'appelait Albert Ilg, qui avait un enseignement en fait très classique, très orienté vers le baroque, et qui s'arrêtait de toute façon au Biedermeier, c'est-à-dire vers 1848. Et puis, il faut savoir qu'à Vienne, il faut attendre la sécession viennoise, donc il faut attendre 1897 pour voir émerger une autre forme d'art que l'art académique. Donc pour Bertha, c'est vraiment un choc en fait, d'aller à la rencontre de ces œuvres d'art modernes à Paris avec Clemenceau. Et elle raconte dans ses mémoires que c'est vraiment Clemenceau qui lui a tout appris de la révolution artistique qui avait eu lieu en France les dernières décennies. C'est lui qui lui a enseigné aussi combien il était important de défendre les artistes modernes face parfois à des attaques qui pouvaient être très violentes.
Elle a très souvent fait mention dans ses mémoires et dans ses articles aussi du rôle en fait de Clémenceau dans la défense de l'Olympia de Manet. Vous savez, cette œuvre qui a été huée lors de sa présentation au salon de 1865, au point que certains voulaient la détruire. Et donc Bertha Zucker-Kandel a toujours gardé en mémoire ces épisodes que Clémenceau lui a racontés, et c'est le rôle qu'elle voudra aussi jouer elle-même plus tard vis-à-vis de l'art moderne autrichien. Donc ce séjour à Paris a vraiment été primordial pour elle, et elle écrit qu'à partir de ce moment, Clémenceau est resté, je la cite, son guide pour toutes les questions de nature artistique et culturelle. J'ajoute que les années suivantes, ils se sont rencontrés régulièrement, soit à Paris, soit à Vienne, puisque dès que Clémenceau se rendait en cure à Karlsbad, il séjournait ensuite quelques jours dans la maison de campagne des parents de Bertha Zucker-Kandel, et ils en profitaient pour se retrouver et pour aller visiter ensemble les musées de Vienne, en particulier le musée d'histoire de l'art, le Kunsthistorisches Museum, qui a été inauguré en 1891, et la galerie du Liechtenstein. Et Bertha Zucker-Kandel d'ailleurs a produit de très beaux écrits sur ses visites avec Clémenceau et sur la manière dont il s'extasiait en particulier devant les œuvres de Rembrandt et de Rubens qu'il pouvait voir à Vienne. Donc ils ont vraiment poursuivi leurs échanges sur l'art pendant de nombreuses années, et elle a écrit dans ses mémoires que Clémenceau a vraiment été son plus grand ami. En fait, elle le désigne comme l'ami unique, même si il ne lui adressera plus la parole après 1914. Mais elle n'a jamais été rancunière, si j'ose dire. Elle a toujours continué à écrire, bien des années plus tard, sur cette amitié et sur tout ce que Clémenceau avait pu lui apporter. Donc c'est vraiment la famille Clémenceau qui a été le point d'entrée de Bertha Zucker-Kandel dans les cercles artistiques et intellectuels parisiens. Et parmi les premières personnalités que Bertha Zucker-Kandel a rencontrées, figurait Gustave Geffroy, donc grand critique d'art, ami fidèle de Georges Clémenceau. Et il est clair que Bertha Zucker-Kandel a pris exemple sur Geffroy pour lancer sa propre carrière. C'est en fait à Geffroy qu'elle consacre son tout premier article sur l'art. Donc c'est un portrait qui est paru dans le journal de son père en 1893, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à publier régulièrement des comptes rendus d'expositions ou des portraits d'artistes, en prenant modèle sur les articles de Geffroy. Et c'est aussi grâce à cet article sur Gustave Geffroy qu'elle se fait remarquer et embaucher quelques mois plus tard par Hermann Bahr, donc écrivain, cofondateur du journal Die Zeit, donc le Temps, à Vienne, et c'est lui qui lui demande d'écrire sur l'art étranger et sur l'art moderne français en particulier. Et donc durant 4 ans, elle écrit pour ce journal, et elle fait en fait de ses propres expériences à Paris le contenu de ses articles. Donc en fait, ça lui permet très vite de s'ériger en spécialiste de l'art moderne et de l'art moderne français en particulier, et c'est ce qui lui permet aussi d'avoir la crédibilité nécessaire pour s'imposer comme critique d'art dans les cercles viennois. Et puis ensuite, 4 ans plus tard, en 1898, elle rejoint un autre journal important qui s'appelle la Wiener Allgemeine Zeitung, pour lequel elle travailla jusqu'en 1922, tout en contribuant parallèlement à d'autres journaux et revues d'art autrichiens et allemands également. Donc peu à peu, elle a pu élargir quand même ses sujets. Elle a toujours conservé une part très importante à l'art moderne français. Les 10 premières années, on voit que les principaux artistes et mouvements qu'elle mentionne sont tous issus soit de l'art nouveau, de l'impressionnisme ou du post-impressionnisme. Elle a beaucoup écrit, notamment sur Toulouse-Lautrec, Gauguin, Cézanne. Elle a aussi écrit sur les grandes expositions françaises qu'elle visitait. Et c'est à partir de 1905 qu'elle s'est diversifiée un petit peu davantage et qu'elle a commencé à écrire sur toute forme d'art français, aussi bien Delacroix, Manet, les nabis. Elle a aussi découvert les nouvelles tendances au Salon d'automne en 1905. Alors elle n'a pas du tout apprécié les fauves, et elle n'hésite pas à le dire aussi dans ses articles. En fait, elle ne les a pas compris. Et par contre, plusieurs années plus tard, elle sera beaucoup plus enthousiaste
enthousiasmé par les œuvres de Pablo Picasso, mais ce sera autour de 1912-1914. Donc en fait, tout au long de ses écrits, quels que soient les artistes ou les expositions qu'elle a abordées sur l'art français, elle a essayé vraiment de montrer combien la France pouvait être très attirante en fait dans de nombreux domaines et combien la France pouvait être aussi un moteur pour l'Autriche. Sous-entendu, contrairement à l'Allemagne, parce que les Autrichiens avaient forcément une affinité naturelle pour l'Allemagne, mais elle-même avait grandi dans une certaine... le mot est fort, mais il est juste dans une certaine haine de l'Allemagne. Donc elle a vraiment tout fait en fait pour orienter le regard plutôt vers la France. Alors je ne vais pas entrer plus en détail dans ses écrits sur l'art parce que cela me mènerait trop loin, mais dans sa production, il y a 2 artistes français sur lesquels elle a particulièrement écrit. Il s'agit de Auguste Rodin et Eugène Carrière, et je voudrais les évoquer un tout petit peu plus longuement, parce que je crois que ce sont quand même 2 artistes très importants. Elle rencontra Rodin pour la première fois avec Georges Clemenceau lors d'une visite à l'atelier de Rodin donc en 1887, et par la suite elle a témoigné de très nombreuses rencontres, et Rodin est devenu l'artiste étranger sur lequel elle a le plus écrit dans la presse. Et avec le temps, elle a vraiment réussi à installer une vraie relation de confiance avec lui. Elle a beaucoup œuvré pour importer son œuvre en Autriche, par le biais de ses articles, mais aussi en servant d'intermédiaire entre Rodin et la sécession viennoise pour faire exposer les œuvres de Rodin aux expositions internationales que la sécession organisait plusieurs fois par an. Donc elle a même accueilli Rodin à Vienne en 1902, comme le rappelle cette dédicace de Rodin sur son exemplaire de l'art, qu'il a publié en 1911. Il écrit « En grand souvenir affectueux de Vienne, en hommage à Madame Berthe Zuckerkandel, Auguste Rodin ». En fait, donc elle l'avait accueilli à Vienne en 1902, elle lui a fait visiter la ville, les musées, et bien sûr, elle l'a emmené à la sécession afin de rencontrer Klimt et de lui faire découvrir sa célèbre frise de Beethoven, qui avait été tout juste achevée et qui aurait subjugué Rodin. Il y a eu des influences artistiques réciproques entre Rodin et Klimt, alors que je détaille davantage dans mon livre, et quand même les faire se rencontrer a été, je crois, l'un des faits les plus marquants quand même de Bertha Zuckerkandel dans les échanges entre Vienne et Paris. Et puis, en 1911, Bertha Zuckerkandel intervient lors de la réalisation du buste en bronze de Clemenceau, réalisé par Rodin, voilà, ce buste que vous connaissez bien, un buste qui ne plaisait pas du tout à Clemenceau, qui se trouvait vieilli et caractériel. Et Clemenceau a demandé à Bertha Zuckerkandel d'aller voir Rodin et de lui demander de modifier son œuvre. Alors, comme elle a appris avec Clemenceau dans sa jeunesse qu'il fallait respecter la liberté des artistes, bon, elle alla quand même voir Rodin, aussi pour découvrir son travail. Elle écrit d'ailleurs qu'elle a été elle-même saisie par l'expression et par le regard de ce buste, mais par contre, elle a bien sûr refusé de faire tout commentaire au sculpteur, et elle n'a pas voulu prendre parti dans cette histoire. Mais en tout cas, Clemenceau devait savoir quand même la confiance mutuelle que Bertha Zuckerkandel et Rodin avaient l'un pour l'autre pour lui demander une telle faveur. Et quant à Eugène Carrière, donc un autre ami proche de la famille Clemenceau, Bertha Zuckerkandel le rencontra certainement au début des années 1890, et le témoin principal en fait de cette rencontre, c'est ce portrait que vous pouvez voir à gauche, ce portrait de Bertha Zuckerkandel peint par Carrière en juillet 1893. Donc elle s'était rendue à l'atelier pour poser cet été-là, et Carrière avait alors fait la surprise de peindre le même jour le portrait de sa sœur qui l'avait accompagnée, donc Sophie Clemenceau. Et c'est un portrait que j'ai retrouvé après des années et des années de recherche, tout début de l'année 2022. Et donc il ne figure pas au catalogue raisonné du peintre. La reproduction est très mauvaise, c'est la seule photo que j'ai pu obtenir de ce tableau, mais enfin on peut au moins en avoir un aperçu.
C'était une immense fierté pour Bertha Zucker-Kandel de posséder son portrait par carrière. Alors même si elle a confié dans ses mémoires qu'elle n'a pas trop apprécié finalement l'expression que Carrière lui a donnée, cette expression un petit peu mélancolique, finalement un petit peu comme Clémenceau qui n'a pas trop apprécié son portrait par Rodin. Mais elle n'a pas hésité quand même à rappeler à de très nombreuses reprises dans ses articles combien Carrière avait portraituré de grands hommes. Et donc, elle n'a pas dit qu'elle en faisait partie, mais elle devait le penser très fort. Alors, en tout cas, elle a commencé à écrire sur Eugène Carrière dès 1895. Donc l'art moderne n'avait pas encore émergé en Autriche. Et Carrière était un artiste complètement inconnu. Enfin, personne n'en avait entendu parler à Vienne à ce moment-là. Elle est aussi intervenue par la suite pour que Carrière expose à la Sécession, où il a fait sensation, vraiment, auprès des artistes, auprès des critiques, auprès du public, notamment avec cette œuvre Maternité qui a été louée par l'un de ses collègues critiques d'art. Et donc elle a beaucoup écrit sur son œuvre, elle s'est attachée à expliquer justement ce style très singulier, très personnel, qui plaisait beaucoup aux Autrichiens. Et elle l'a vraiment beaucoup mis en valeur. Elle l'a fréquenté jusqu'à sa mort en 1906. Elle a été sincèrement bouleversée par sa mort, et ainsi que par celle de Rodin d'ailleurs plus tard, en 1917. Et l'ensemble de la sécession viennoise, d'ailleurs, a été aussi marqué par son décès, puisque l'association a décidé d'organiser une exposition hommage dédiée à Eugène Carrière. Et c'est la première fois qu'ils ont réalisé ce type d'exposition pour un artiste étranger. Alors, lorsque Bertha Zucker-Kandel commença sa carrière, donc elle attacha beaucoup d'importance à écrire sur l'art moderne français, comme je le disais. Au départ, pour faire prendre conscience à ses lecteurs, y compris aux artistes et aux mécènes, donc, du grand retard en fait de Vienne vis-à-vis de l'activité artistique européenne. Et elle a essayé donc d'impulser l'émergence d'un art moderne en Autriche. Et elle a eu un autre outil à sa disposition pour porter ce projet, qui était le salon. Ce salon, elle l'a ouvert dès 1889. Donc les salons, c'était une vieille tradition, alors qui était un petit peu en déclin déjà à cette époque-là, mais qui restait recherchée par une partie de la population, parce que c'était un excellent moyen de tisser des relations et de créer un réseau. Et elle-même a ouvert son salon davantage à la demande de son mari, après leur mariage, donc en 1889, son mari, Emil Zucker-Kandel, professeur d'anatomie à l'université de Vienne. Donc au départ, elle a reçu essentiellement des médecins et des scientifiques, dont le jeune Sigmund Freud d'ailleurs. Mais en 1894, au cours d'un séjour à Paris, Clémenceau l'emmène chez Aline Ménard-Dorian, donc célèbre salonnière parisienne, qui recevait à l'époque, vous le savez, les Goncourt, Carrière, Geffroy, Zola, Daudet, Jaurès et beaucoup d'autres. Et c'est vraiment à ce moment-là que Bertha Zucker-Kandel a compris l'importance que pouvait prendre un salon, le pouvoir aussi dont disposait la salonnière pour s'exprimer d'une part, ce qui n'était pas toujours offert aux femmes, et aussi pour influer sur les débats. Et c'est suite à cette expérience qu'elle décida d'ouvrir son salon de manière plus large, en invitant d'abord des musiciens et des écrivains qu'elle connaissait, et peu à peu des artistes. Et c'est de cette manière qu'elle s'est imposée bientôt comme l'une des salonnières les plus influentes d'Autriche. Et c'est 2 ans plus tard, en 1896, donc une fois qu'elle est bien installée comme critique d'art et comme salonnière, que l'architecte Otto Wagner vint à sa rencontre et l'invita à une réunion d'artistes dans une auberge dans la campagne de Vienne. Si vous connaissez Vienne, cette auberge se situe à Grinzing, où se retrouvaient donc Gustav Klimt, Joseph Hoffmann, Koloman Moser et d'autres. Ils se rencontraient pour parler d'art, mais surtout pour parler de leurs difficultés, puisqu'ils faisaient partie de l'association officielle des artistes, mais n'avaient pas le droit d'exposer leurs œuvres, parce qu'elles ne correspondaient pas au canon académique fixé par l'Académie. Et donc ce soir-là, ils ont demandé à Bertha Zucker-Kandel de les aider en devenant leur porte-parole et en soutenant leurs revendications dans la presse.
En fait, il connaissait ses liens avec la France, avec Rodin, avec Carrière et d'autres. Il connaissait l'influence qu'elle pouvait avoir, et c'est pour cette raison qu'il fit appel à elle. Et donc elle accepta, bien sûr, et c'est à ce moment-là qu'elle ouvrit également son salon aux artistes donc qui allaient devenir les sécessionnistes. Parce que c'est dans son salon en fait, que Klimt a pris la décision de quitter l'association officielle des artistes autrichiens pour fonder la sécession viennoise, qui a vu le jour officiellement au printemps 1897. Et un an plus tard, les sécessionnistes ont pu faire édifier ce pavillon, que vous pouvez toujours voir à Vienne, le pavillon de la sécession, qui était en fait un lieu d'exposition de leurs œuvres. Alors, les sécessionnistes étaient une quarantaine d'artistes autrichiens au départ. On en a oublié beaucoup aujourd'hui. Beaucoup sont tombés dans l'oubli. Mais ils avaient aussi à peu près autant d'artistes étrangers qui avaient le statut de correspondants. Et leur objectif, en fait, était d'exposer les œuvres des artistes autrichiens et de les confronter aux réalisations étrangères, pour montrer aussi au public viennois l'importance de leurs travaux. Et donc pendant plus de 10 ans, Bertha Zuckerkandel a défendu ardemment la sécession et le Jugendstil. Donc ils ont mis au point, elle a publié des comptes rendus de toutes leurs expositions. Elle a soutenu aussi la création des ateliers viennois en 1903, qui était une entreprise cofondée par Hofmann et Moser pour fabriquer le mobilier et les objets d'art Jugendstil. Et puis surtout, elle a défendu les artistes, alors surtout Klimt, mais pas que lui, puisqu'ils étaient en majorité rejetés par la population et par les instances officielles. Donc dans chacun de ces articles où elle a pris la défense de ces artistes, en fait, elle s'est toujours appuyée sur l'exemple français. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant en fait pendant mes recherches. Je reviens à ces panneaux de l'université, donc réalisés par Klimt, qui ont fait scandale à Vienne. Si ça veut bien s'afficher, le premier de ces 3 panneaux, la philosophie, donc avait déjà fait scandale lors de sa présentation à Vienne en 1900, alors que la même année, il a remporté la médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris. Et c'est ce décalage immense, en fait, que Bertha Zuckerkandel s'est employée à dénoncer dans la presse autrichienne. Voilà, ce premier panneau ici, la philosophie. Elle mit souvent en parallèle, d'ailleurs, la situation de Klimt avec celle de Manet, par exemple, ou de Rodin, dont elle rapporta dans ses articles les violentes polémiques, notamment pour Rodin, celle qui avait été provoquée par le Balzac en 1898. Et elle a toujours beaucoup insisté sur la souffrance que les artistes ont pu ressentir encore plusieurs années après. Et donc c'est ainsi qu'au fil des années, Bertha Zuckerkandel s'est vraiment imposée comme principale critique d'art, en tout cas de principale soutien et porte-parole de la sécession viennoise, mais elle a été tellement engagée en fait pour la sécession et pour le Jugendstil qu'elle a quand même ignoré tout le reste de la production artistique en Autriche. Ce sont aussi les limites que j'ai mises en avant et je pense qu'il faut aussi les mentionner parce qu'elle ne s'est absolument pas intéressée à d'autres groupes d'artistes qui ont émergé dès le début du XXe siècle. Elle n'a pas visité ou très peu les expositions qui étaient en dehors de la sécession viennoise. Elle ne s'est pas du tout intéressée aux artistes femmes, on aurait pu le croire, elle-même en tant que femme critique d'art. Mais non. Pourtant, les femmes artistes étaient nombreuses. Elles étaient exclues des associations, et même alors, les associations officielles comme l'Académie, mais aussi la sécession viennoise. Mais elles arrivaient à créer leurs propres écoles, leurs propres expositions. Et donc, Bertha Zuckerkandel aurait pu s'y intéresser, mais non. Et elle est vraiment restée la porte-parole du Jugendstil malgré toutes les difficultés que ce style va rencontrer au fil des années, parce que bon, il a été assez apprécié au début du XXe siècle et puis ensuite il décline, comme c'est le cas pour chaque mouvement. Et en fait, en 1905, la sécession a implosé. La sécession a fait sécession, si j'ose dire. C'est-à-dire que Klimt décide de quitter
cette association, suite à des différends avec d'autres membres. Et il décide de reprendre son indépendance et il est suivi par les principaux fondateurs, en fait, Hofmann, Moser, Wagner et les autres. Et ils vont désormais exposer dans une galerie d'art qui s'appelle la Galerie Mietke, qui était dirigée par un autre collègue sécessionniste, Karl Moll, un peintre pas assez connu en France à mon goût, mais qui commence à émerger davantage en Autriche. On commence à parler de plus en plus de lui. C'est l'auteur de ce très beau portrait de Bertha Zuckerkandel dans son intérieur. Et donc, en fait, à partir de là, Bertha Zuckerkandel quitte elle aussi, si je peux dire, la sécession et va se rendre dans cette galerie Mietke et va publier les comptes rendus des expositions de cette galerie. Et elle va complètement ignorer ce qui va se passer les années suivantes à la sécession viennoise, alors que la sécession existe toujours et est toujours en activité aujourd'hui. Et puis avec les années, comme je le disais, le Jugendstil s'essouffle, l'expressionnisme émerge, s'affirme sur la scène artistique autrichienne, portée notamment par Egon Schiele et Oskar Kokoschka, et de la même manière, elle ne s'y intéresse pas du tout. Elle ne s'exprime pas une fois sur cette nouvelle forme d'art, ni au démarrage, ni les années suivantes, alors même que le peintre expressionniste Anton Kolig a peint son portrait en 1915. C'est un portrait qu'elle ne mentionna jamais et qui se trouve aujourd'hui au musée municipal de Vienne. Et puis la Première Guerre mondiale se déclenche et l'activité artistique chute. Alors cette guerre, comme beaucoup d'Autrichiens, elle l'avait pressentie, elle l'avait redoutée depuis la fin du XIXe siècle déjà. Et lorsqu'elle survient, Bertha Zuckerkandel est très affaiblie. On sait qu'elle passe plusieurs mois dans un sanatorium, on ignore pourquoi. Et suite à cela, son mari étant décédé depuis quelques années, il est décédé en 1910, elle est contrainte de quitter sa grande maison qui était située en campagne de Vienne pour un appartement au centre-ville. Alors qui n'est pas des plus mal placés. Si vous connaissez Vienne, il se situe sur le Ring, juste au-dessus du célèbre café Landmann, au 4e étage, juste de ce côté, voilà. Et elle l'a fait entièrement aménager par les ateliers viennois, alors même que le Jugendstil quand même paraît un petit peu désuet à cette époque-là, en 1916. Mais en tout cas, elle a enfin les moyens financiers de réaliser cet intérieur grâce à la vente de sa maison. Et dans cet appartement, elle accueille désormais tous les pacifistes. Elle-même s'engage pour la paix par le biais de la presse. La guerre n'a absolument pas la place chez elle. Et son salon devient très rapidement un refuge pour ceux qui, comme Stefan Zweig ou Hugo von Hofmannsthal, cherchent une bouffée d'oxygène en fait dans ces années, ces mois terribles. Et grâce à eux, grâce à Zweig et à Hofmannsthal, elle obtient en 1917 du gouvernement autrichien l'autorisation de se rendre en Suisse pour une mission officielle qui était de diffuser la culture autrichienne afin de préparer la reprise des productions culturelles après la guerre. Et alors à ce moment-là, Bertha Zuckerkandel respire à nouveau elle aussi. C'est une formidable occasion pour elle d'étendre son réseau à toute l'Europe, puisque vous savez que la Suisse est un lieu de refuge pour les intellectuels européens pendant la guerre. Elle va passer de nombreux mois à Berne, à Zurich, à Genève. Elle a même l'occasion de revoir sa sœur pendant le conflit. Et elle profite en fait de cette occasion d'être en Suisse pour œuvrer secrètement à une paix séparée entre la France et l'Autriche-Hongrie. Alors je ne vais pas développer ce point ce soir parce que ça paraît être un projet complètement idéaliste et naïf, voire farfelu, mais en fait dans son esprit c'était très sérieux. Elle y a travaillé en partenariat avec sa sœur. En fait, toutes les deux ont tenté de fédérer le plus de personnalités possible autour de cette idée pour faire poids auprès des gouvernements. Et dans ce but, d'ailleurs, et par l'intermédiaire de l'ambassadeur français en Suisse, Bertha Zuckerkandel a écrit à plusieurs reprises à Clémenceau, mais celui-ci refusait de recevoir ces lettres et d'ailleurs a très très mal pris ce projet quand il l'a appris. Après la Première Guerre mondiale, Bertha Zuckerkandel a délaissé les arts plastiques pour se tourner vers la littérature et le théâtre. Alors c'est vrai que de nombreux artistes de son entourage sont morts pendant la guerre, pas forcément du fait de la guerre, c'est le cas de Gustav Klimt, de Koloman Moser, d'Otto Wagner également.
qui sont décédés de leur belle mort, si j'ose dire. Et donc à ce moment-là, le Jugendstil n'a plus beaucoup de représentants et finalement, elle-même n'a plus rien à défendre. Donc elle devient traductrice et importatrice de pièces de théâtre françaises à Vienne. Elle a une prédilection pour les vaudevilles et on lui doit par exemple les transcriptions en allemand de textes de Jean Anouilh, de Paul Géraldi, qui devient son nouveau grand ami, ou encore de Sacha Guitry. Et en tout, elle a quand même traduit plus de 120 textes, ce qui est vraiment conséquent. Parallèlement, elle accueille dans son salon donc, non plus des artistes, mais des écrivains, des metteurs en scène, des acteurs. Elle devient aussi chroniqueuse pour un nouveau journal, le Neue Wiener Journal, dans lequel elle écrit sur le théâtre, sur la littérature, et puis aussi sur la politique, parce que le réseau qu'elle a constitué en Suisse pendant la guerre, en fait, lui permet, après le conflit, de parcourir l'Europe à la rencontre des grandes personnalités politiques, des grands dirigeants, dont elle publie des interviews qui mettent en lumière, en fait, leurs idées pour l'avenir de l'Europe. Donc, comme je le disais au début de cette conférence, elle avait vraiment un métier, elle était vraiment journaliste, et c'est un métier qu'elle a exercé à Vienne jusqu'en 1938. Alors, en 1938, justement, l'Anschluss, l'Autriche est annexée par l'Allemagne, donc son pire cauchemar devient réalité. Elle voit défiler Hitler sous ses fenêtres lors de son entrée dans Vienne. Elle ne fuit pas tout de suite, puisqu'il lui faut des papiers, il lui faut un visa. Et là encore, c'est son réseau qui va l'aider à fuir, puisque d'un point de vue administratif, c'est Paul Clémenceau qui débloque la situation. Et c'est son ami Paul Géraldi qui vient la chercher, qui vient jusqu'à Vienne la chercher pour l'emmener à Paris, puisqu'elle a quand même 74 ans. Elle laisse toutes ses affaires derrière elle. Elle ne peut emmener que ses journaux intimes qui vont l'aider ensuite à écrire ses mémoires. Elle emporte aussi une infime partie de la correspondance qu'elle avait conservée depuis sa jeunesse. Et elle trouve refuge à Paris. Pourquoi Paris ? Parce que son fils, en fait, vivait à Paris depuis déjà plusieurs années. Il avait même obtenu la nationalité française. Et il faut savoir que pratiquement tous les Zuckerkandel restés à Vienne, donc ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ont été déportés et assassinés. Donc on peut dire qu'elle a vraiment été sauvée de justesse. Et puis en 1940, les Allemands se rapprochant de Paris, elle doit fuir à nouveau. Et cette fuite, elle l'a racontée dans un carnet qui a été publié en 2013, donc assez récemment. C'est un récit d'ailleurs qu'elle écrit en français. Et c'est un témoignage édifiant. Elle a quand même 76 ans. Elle réussit à rejoindre Bourges, où elle raconte au milieu de la cohue, elle réussit à monter dans un bus. Alors elle ne savait pas où il se rendait, ce bus, mais elle se retrouve à Moulins, donc juste à la ligne de démarcation. Et elle se retrouve là, coincée pendant des semaines, sans logement, très peu de nourriture. Elle passe d'une salle de cinéma insalubre et bondée de réfugiés à une espèce de bâtiment désaffecté où elle parvient à faire installer un petit matelas de paille. Enfin, quand même, voilà, je crois que c'est important aussi d'évoquer les conditions de fuite de ces personnes à cette époque. Et heureusement qu'elle a un petit peu d'argent quand même pour survivre, et elle est aussi aidée par une autre dame seule, un petit peu plus jeune qu'elle, qui essaye tant bien que mal de prendre soin d'elle. Et au milieu de tout ça, elle écrit bien que ce qui la terrifie, ce n'est même pas la faim ou la maladie ou ses conditions de vie, c'est vraiment d'être rattrapée, d'être arrêtée du fait de sa judaïté. Donc elle déchire ses papiers d'identité, elle les jette dans les toilettes de la fameuse salle de cinéma où elle avait logé, et elle se fait désormais appeler Berthe Chandelle, qui est une traduction en partie de son nom, Zuckerkandel, qui signifie chandelle, bougie, cierge. Et puis, alors elle a eu beaucoup de chance, elle a rencontré un héros, un pharmacien, qui la cache dans le coffre de sa voiture et qui la fait passer la ligne de démarcation. Et à partir de là, elle réussit à rejoindre Montpellier et ensuite à prendre le bateau pour Alger. En fait, Alger, parce que son fils, entre-temps, avait réussi à s'installer à Alger et à y trouver du travail. Donc c'est pour cette raison qu'elle le rejoint là-bas. Et elle vivra les 5 dernières années de sa vie à Alger, dans une petite maison située avenue Georges Clémenceau. Il faut le faire.
Et c'est là d'ailleurs qu'elle écrit ses mémoires, un livre de mémoires notamment dédié entièrement à Georges de Clemenceau. Alors même à Alger, elle continue d'écrire sous l'Autriche pour un journal algérien, donc elle est toujours vraiment journaliste dans l'âme. Elle participe même à des émissions de radio. Et puis, elle tombe gravement malade. Elle a pu être rapatriée à Paris par avion militaire au moment de la retraite des Allemands, mais c'était trop tard et elle décède dans une clinique parisienne. Son urne a été déposée au cimetière du Père-Lachaise, en France, donc qu'elle considérait depuis déjà plusieurs années comme sa nouvelle patrie. Voilà, alors, pour conclure, j'espère que vous avez compris à quel point j'ai passé des années merveilleuses en fait sur les traces de cette femme dont je trouve le destin absolument extraordinaire. Une femme, je crois qu'on peut qualifier comme une femme de réseau, une travailleuse acharnée, une idéaliste, une patriote, mais néanmoins toujours très soucieuse, très attachée à la construction européenne aussi. Et elle avait une force de caractère en fait absolument incroyable, dont j'essaye d'ailleurs parfois de m'inspirer. Je ne l'ai pas totalement sortie de l'anonymat, puisqu'elle a elle-même en partie assuré sa postérité en publiant ses mémoires qu'elle a rédigées donc, lors de son exil en Algérie. Mais j'espère qu'avec ce livre, je vais réussir à la faire connaître au plus grand nombre, et surtout de la manière la plus juste. Parce que je crois quand même on a oublié toute une partie de sa vie et des faits qu'elle a pu accomplir. Voilà, donc j'espère pouvoir contribuer à lui rendre la place qu'elle mérite, aussi aux côtés des grands hommes de son temps, qui sont tout aussi méritants qu'elle, hein, mais vous savez qu'on a malheureusement laissé de côté les femmes un peu trop longtemps en histoire et en histoire de l'art. Voilà, et donc j'espère que vous-même maintenant vous participerez à la faire connaître. Je vous remercie. Clemenceau t'a laissé parler avec oui. Au début, il était un peu, mais c'est bien qu'il est taquin. Bon, pas beaucoup de questions. Hein. Je vous en donne 3. Voilà. Qui va poser une question? On savoir un petit peu plus sur son mari, combien d'enfants, un fils, on l'a compris. Alors, donc elle a épousé Émile Zuckerkandl, dont j'ai montré une photo, qui était professeur d'anatomie à l'université de Vienne. Ils ont eu un fils, Fritz, qui lui-même a eu un fils, Émile. Et c'est Émile Zuckerkandl qui a ensuite immigré aux États-Unis et qui possédait donc toutes les archives que j'ai évoquées en début de cette conférence. Et ces archives qui ont ensuite été cédées à la Bibliothèque nationale d'Autriche. Voilà. Et Émile Zuckerkandl, qui était un très grand biologiste, qui a travaillé en France pendant de nombreuses années, notamment au CNRS de Montpellier, avant d'aller travailler en Californie. Elle était connue sous quel nom? Vraiment sous le nom de Bertha Zuckerkandl. Parce qu'à Alger, il y avait la loi anti-juive, des lois racistes. Alors, qui étaient appliquées oui, de façon très stricte. Oui. Je ne sais. Alors, en fait, il reste très très peu de documents sur cette période. Je sais que la seule chose que, en fait, je n'ai pas retrouvé de papier d'identité, par exemple. Je ne sais pas sous quel nom elle s'est fait enregistrer en arrivant. La seule chose que je sais, c'est qu'elle a demandé un visa pour les États-Unis, qu'elle l'a attendu et qu'elle ne l'a jamais obtenu. C'est la seule chose que je sais. Monsieur là-bas. Comment est-ce que votre livre a été reçu en Autriche? Alors, comme il est écrit en français, j'ai pour projet de le faire traduire, peut-être pas en allemand, mais en anglais, ce qui permettrait d'ouvrir voilà, plus largement. C'est un chemin encore très long. Et ici, votre directeur de thèse, c'était Bertrand Tillier, qui était professeur d'histoire de l'art à l'université de Bourgogne, où j'ai soutenu ma thèse, et qui est aujourd'hui professeur d'histoire de l'art en Sorbonne. Pardon, je ne vous ai pas vu. Le motif de sa dissension avec... Multiples, je crois. Je sais qu'il y a eu de gros conflits avec sa sœur, avec Sophie Clemenceau. Je pense que ça a beaucoup joué. Et puis la guerre, quand même. Oui. Il se voit une dernière fois au mois de mai ou de juin 1914. Et là, je n'ai que le témoignage de Bertha Zuckerkandl. Elle écrit que Clemenceau lui a reproché
Enfin, il sentait la guerre arriver et il lui a reproché en fait cette situation. Voilà. Très courte, madame, vous êtes la dernière. Est-ce qu'elle a eu des contacts avec l'empereur Charles pour son histoire de paix séparée? Alors, indirectement, c'est Sophie et Paul Clémenceau qui étaient en contact avec les beaux-frères de l'empereur à Paris. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, Merci à vous. tout de suite à Armel.